Donc, les Tupinamba. Alfred Métro est lui-même ethnologue, mais il se sert ici de témoignages, essentiellement de Jean de Léry, voilà, de missionnaires de l'époque, et il nous décrit dans ce texte d'abord le contexte guerrier dans lequel se pratique l'anthropophagie, ensuite la cérémonie sur 5 jours, qui aboutit à la dévoration des prisonniers. Et enfin, il se livre à une tentative d'interprétation il cherche la signification. Il cherche la signification. Et dans cet effort pour trouver la signification, on est obligé de faire 2 choses. D'abord, essayer de comprendre ce que ça voulait dire de manger un ennemi pour un Tupinamba. Et ensuite, on ne va pas pouvoir s'empêcher, nous, d'essayer de comprendre quelle fonction sociale ça peut avoir. D'abord, écouter la théorie, ce que moi s'appelle la théorie indigène, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour eux, comment ça fait sens de bouffer son prochain. Et la question suivante, c'est comment est-ce que nous, on peut l'interpréter en termes de fonction sociale. Bien. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, rien, je regarde comment ça s'écrit. T-U-P-I-N-A-M-B-A. Les Tupinamba. Bon, alors, d'abord le contexte guerrier. On est donc au Brésil, et on a affaire à des groupes de sociétés qui se font la guerre de manière perpétuelle. Ils se font tout le temps la guerre. Et ils ne se font pas la guerre pour des modifications de territoire, ils ne se font pas la guerre pour se détruire les uns les autres, ils ne se font pas la guerre pour faire du rapt économique. Ils se font essentiellement la guerre pour ramener des prisonniers. Je dis dès le début qu'ils ne font pas la guerre pour exterminer un groupe, parce que s'ils exterminent un groupe, ils ne peuvent plus faire la guerre. Or, on le verra, la guerre est absolument consubstantielle de leur système social. Si la guerre disparaît, le système social s'effondre. Donc c'est un peuple qui a besoin de faire la guerre. Une société, pardon, qui a besoin de faire la guerre. Non, j'ai ramené un peu de sang de Tupinamba pour tout à l'heure. C'est parfait que vous mettiez. Oui, on va avoir des choses très proches à penser plus tard, notamment pour comprendre la servitude volontaire des prisonniers, la façon dont ils se soumettent à leur sort et dont ils acceptent leur mort et dont ils la trouvent préférable à d'autres sorts. On verra ça tout à l'heure. Oui, il y a des exemples japonais aussi dans lesquels on pourrait abonder effectivement. Alors, la première chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est cette fonction de la guerre comme plutôt facteur de régularité sociale, et on essaiera de l'approfondir un peu plus tard, mais par ailleurs, de guerre qui relève quasiment d'une forme de cérémonie, ce qui implique que l'ennemi soit absolument partenaire, sinon ça ne marche pas. Il faut un ennemi familier, en quelque sorte, et on ira gratter de ce côté-là plus tard. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'on ira à la guerre parce que le chaman a dit qu'il est temps d'aller à la guerre, pour commencer. Ensuite, quand on ira à la guerre, les affrontements se font d'une manière ritualisée. On commence par s'envoyer des volets de flèches, on s'envoie des formules au visage, disant « toi je vais te manger, tu es mon ennemi, je vais venger ceux d'avant, etc. » Et ensuite, on ne cherche pas tant à se tuer qu'à se faire prisonnier. Donc, on se blesse, certes, parfois on se tue, mais la plupart du temps, ce qu'on essaye de faire, c'est maîtriser l'autre jusqu'au moment où on peut lui mettre un coup de poing sur l'épaule, ce qui signifie « tu es mon prisonnier ». Dès lors, il devient tout gentil, et tout soumis, et il devient effectivement la propriété de celui à qui on attribue le coup sur l'épaule. Alors je vous dis dès maintenant, parce que c'est détaillé dès le début du texte, qu'en réalité, le fait de pouvoir faire un prisonnier dans un groupe Tupinamba est tellement important pour une évolution sociale normale que c'est négociable. On peut
peut tout à fait dire, ouais, mais attends, moi j'étais aussi près, j'ai le droit, voilà, il est plutôt à moi ce prisonnier-là, non, il est à toi, bon écoute, on va le donner au chef, comme ça il n'y aura pas de débat, et voilà. C'est l'objet de négociation. C'est l'objet de négociation parce que, en gros, chez les hommes pubères toupies, en bas, il y a deux groupes. Ceux qui ont ramené un prisonnier, ceux qui n'ont pas ramené de prisonnier. On est dans un système social très simple, avec très peu de spécialisation, très peu de différenciation, de hiérarchie. L'essentiel des décisions, il y a un chef traditionnel, mais l'essentiel des décisions sont prises par le Carbet, c'est-à-dire le conseil politique composé essentiellement des soldats, des guerriers, pardon, pas des soldats, des guerriers, c'est-à-dire des hommes en armes, c'est-à-dire en fait des hommes, quoi, qui ont déjà ramené un prisonnier. Donc c'est vraiment le seul moyen d'accéder à un statut différenciant dans la communauté. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. J'avais entendu un jour Michel Serres faire la démonstration que la guerre c'était une économie de mort, puisque c'était toujours la sélection d'un personnel spécialisé et de plus en plus spécialisé pour mourir. Ici, la problématique est légèrement différente. On peut dire de la guerre qu'elle est une économie de mort, non pas parce qu'on sélectionne, les hommes en armes, ça peut être n'importe quel homme pubère, mais par ailleurs, ils peuvent attaquer un village et tuer femmes et enfants. Donc, c'est pas tellement de ce point de vue-là que c'est une économie de mort, c'est une économie de mort du point de vue de l'économie de l'ennemi. Il ne faut pas détruire l'ennemi, il ne faut pas détruire l'ennemi totalement, sans quoi on ne peut plus faire la guerre. Voilà. Et par ailleurs, on ne cherche pas à tuer, mais on cherche essentiellement à faire prisonnier. Alors, moi, ça me fait beaucoup penser... Qui a lu La bataille de Bouvines de Georges Duby ? C'est un assez joli texte qui décrit en détail, dans le plus grand détail possible, une bataille médiévale où, en fait, on se rend compte que là aussi, on est vraiment exactement dans la même perspective, anthropophagie mise à part, puisqu'il s'agit quasiment d'un ballet organisé comme une cérémonie religieuse avec les prêtres derrière qui donnent le bonjour, etc. Et par ailleurs, dans la bataille, on cherche surtout à ne pas tuer les chevaliers. On fait prisonnier les chevaliers et on les vend par la suite contre des rançons. Mais le but de ces batailles-là, c'est pas tant d'écraser l'adversaire, on tuera quelques centaines de piétons, mais enfin peu importe, c'est surtout de faire des prisonniers, c'est des guerres économiques et des guerres où on admet la défaite, mais on n'a pas organisé la destruction de l'adversaire. Et puis c'est des formes de bataille, il faut le savoir, qui ont duré très tard dans l'histoire, en gros jusqu'à la fin de la Révolution française, mais la bataille de Valmy, je crois qu'il y a 300 morts. Ce sont des batailles qui sont quasiment des endroits où la mort est symbolique, et c'est seulement... alors, les batailles des grands empires, Mèdes, etc., ont été d'un autre ordre, mais il a existé cette forme de guerre. Et lorsque on crée la Croix-Rouge, etc., bataille napoléonienne, puis celle de Napoléon III, on découvre que des batailles peuvent faire 125 000 morts. Mais c'est un choc horrible. Ça faisait bien longtemps qu'on ne faisait plus la guerre comme ça. Et c'est extrêmement éloigné des batailles médiévales. Donc je donne comme ça un élément pour penser la guerre rituelle. C'est bizarre ça, la guerre rituelle. Donc on commence l'étude de l'anthropophagie par un contexte social complètement différent qui consiste en fait à faire une guerre permanente, mais qui n'est pas vraiment une guerre, qui est plutôt un rituel de violence organisée. Oui. C'est juste pour remonter là-dessus, mais il y a l'espèce de principe de la bataille décisive. On fait une grande bataille, on raconte toutes les forces, si je l'ai gagné, c'est bon, je l'ai gagné, je prends un revoir. Or, là, il ne s'agit pas du tout de ça, et on peut même tout à fait imaginer du fait d'un système d'escarmouche, en réalité, que les deux camps étaient prisonniers. C'est pas du tout compliqué. Et d'ailleurs, dans les batailles médiévales, les deux camps pouvaient avoir des prisonniers. On n'est pas dans une logique d'extermination ou de destruction de l'adversaire. Bien. C'est plutôt une logique d'économie de l'adversaire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail de la bataille, parce que c'est l'avantage du texte que de procéder ainsi. Je vais commencer d'ailleurs mon festin. Je voulais apporter exprès pour ça. Hop. Alors. On commence. Lors d'un festin rapide et relativement peu cérémoniel, à manger, les ennemis morts en combat. Donc ceux-là, on ne fait pas vraiment de cérémonie, on fait un feu, on les cuit, zut, et on les bouffe.
Je rajoute un peu de sang de Tupinamba pour faire plus authentique. On les bute avant ou pas? Ou on les fait cuire? Absolument. Ah. Mais d'une manière relativement dégradante d'ailleurs, c'est pour ça que les formes de boulet. On leur fracasse le crâne. L'idée principale, c'est qu'on ne les fait pas bouillir vivant, quoi, c'est déjà ça. Non, on ne les fait pas bouillir, on les fume. Enfin, oui, non, pas vivant, quoi. D'abord, on les tue. Non, attendez, c'est très important. On les fume et on les rôtit. Alors, On les tue avant. il y a du encore plus menu fretin, mais pour la plupart du temps qu'on fumera et qu'on emmènera plutôt pour livrer à sa famille, c'est si on attaquait un village et qu'il y a des enfants et des femmes, on coupera les parties génitales, on les boucanera, c'est-à-dire qu'on les fume, et on les livrera ensuite à ces femmes, parce que ce sont des mets dont elles raffolent. Et qui comprennent pas de puissance virile, si vous voulez. Et en ce sens, c'est pas de la puissance militaire qu'on a envie d'ingérer. On peut le donner aux femmes, etc. Hélas, et ça c'est vraiment le souci d'avoir eu des missionnaires et non pas des anthropologues, on ne sait pas si, par exemple, il n'y avait pas l'idée d'une puissance féminine à transmettre. Alors, cette théorie de la puissance, elle est aussi valable pour les jaguars. Alors, si on attrape du jaguar, c'est pareil. Alors, on a mangé l'essentiel des morts. On a attribué les prisonniers. Notez bien ça parce que c'est extrêmement important. On est dans une société où il n'y a pas de propriété privée d'outils de production. Or, en s'attribuant personnellement les prisonniers, on fait une énorme exception à la règle. Là où habituellement chacun travaille à peu près de la même manière, avec des outils communs, etc. Les armes aussi sont un peu personnalisées, mais ce n'est pas des outils de production, les armes. Là, on a effectivement l'attribution à une personne d'un outil. Et pourquoi je dis d'un outil? Parce que le prisonnier, avant d'être mangé, va rester vivre souvent plusieurs années au village et va travailler. Et le fruit de son travail appartiendra au propriétaire et non pas à lui-même. C'est ce qui le distingue. Donc qu'il chasse, qu'il pêche, qu'il travaille dans le pain de terre, le produit de son travail appartiendra à son propriétaire. Bien. Une fois cette répartition faite, on rentre au village, mais on ne rentre pas de manière rectiligne et efficace. On rentre en faisant en quelque sorte la tournée des popotes, si vous me passez l'expression, ou pour être plus précis, on fait une tournée diplomatique. On passe dans les villages alliés, on passe voir les voisins, et on stationne quelques jours. On peut rentrer très vite si c'est du menu fretin qu'on a ramené, mais la plupart du temps, on reste quelques jours à l'entrée de son village. Et on boit. On boit et on boit beaucoup. On boit une forme de bière fermentée qu'ils appellent du caouin, et alors voilà, on boit, on célèbre. Ça laisse le temps aux femmes du village et aux hommes restés là de préparer le retour triomphal des guerriers. Donc on va faire une nouvelle allée triomphale à travers la forêt, on va préparer du matériel de fête si on veut bien, on va inviter les voisins d'ailleurs à venir célébrer ce grand moment, et puis on rentre. Donc quand on rentre, on est acclamé, les femmes crient, elles font des genres de you-you, et puis elles regardent la bête et le prisonnier, et elles lui disent « Ah, je vais te manger ton mollet, ah, c'est mon genou, ah, c'est mon oreille, je vais manger ton oreille, je vais manger ton pouce !» Elles sont forcément un peu, comment dire, modestes dans leur désir, puisque on va partager. Si vous êtes 300 à devoir partager un corps humain, il faut partir du principe que certaines personnes auront un bouillon ou à vaguement tremper un pouce. Mais chacun pourra à un moment donné ingérer la puissance de l'ennemi ou l'ennemi de l'ennemi. Le mot ennemi est intéressant et ne lui substituez surtout pas l'étranger. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, pour l'instant tout va bien. On moleste rituellement le prisonnier destiné à être mangé plus tard, jusqu'à ce qu'il soit rentré dans le village. Et là, après quelques cérémonies qui suivent, en fait, on va l'intégrer complètement. On l'intègre complètement, c'est-à-dire qu'on le lave, on le peint comme un tupinamba, on le coiffe comme un tupinamba, on lui donne une maison, la maison de quelqu'un mort au combat, si possible.
On lui donne même les armes de cette personne pour qu'il les purifie. Personne n'a le droit de s'en servir avant qu'il les purifie. On lui donne une femme. Et une femme plutôt prestigieuse, c'est-à-dire souvent la femme ou la fille du propriétaire. Si ça n'est pas possible parce qu'elles sont elles-mêmes mariées, alors on va trouver un voisin qui aura une fille ou une femme une fille ou une sœur à marier. Et ce sont des mariages qui sont considérés très positivement. Alors, la fidélité n'est pas due. L'homme a le droit de coucher avec d'autres femmes s'il veut, mais seulement si elles ne sont pas mariées. Sinon, on leur fracassera la tête à tous les deux. Ce qui me donne l'occasion de vous dire la chose suivante. Si l'individu est malade, ou si l'individu commet un crime qui suppose ce châtiment, on lui fracassera la tête et on le laisse pourrir dans la forêt. C'est-à-dire qu'on ne considère jamais la valeur nutritive ou objective du corps. Il ne s'agit pas de vouloir manger un apport calorique venant des corps humains. Ça vaut rien. Ça vaut rien si le corps humain n'est pas traité exactement selon le rituel. Donc il n'y a pas d'appétit particulier pour la chair humaine, c'est pas ça la question. Ils sont pas... Non. C'est pour la chair humaine en quelque sorte sanctifiée par le rituel qu'il peut y avoir de l'appétit. Bien. Oui. Donc les morts qui mangent à leur taille, ils ont fait partie d'un rituel. Ils sont morts au combat lors de la bataille. Le combat qui est un rituel. Exactement. Et par ailleurs, ils sont beaucoup moins désirables, beaucoup moins désirés. On aura beaucoup moins de vertu à attendre de cela. Et vous posez là d'ailleurs une question très intéressante parce que il va y avoir beaucoup de rituels propitiatoires et de rituels de pardon vis-à-vis de celui qu'on aura emmené. On va faire en sorte qu'il puisse se venger. On va se purifier soi-même, on va changer de nom pour détourner la vengeance. Alors que ceux qui sont mangés hors la cérémonie, il n'y a pas de rituel pour se purifier. Donc effectivement, c'est une question très intéressante. J'ai vu une autre main, oui. Vous nous avez parlé des familles des héros qui reviennent, des familles de ceux qui sont morts au combat, et concernant ceux qui ont été faits prisonniers par le camp adverse. Oui. Leurs familles sont dégradées ou... Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, c'est honorable. Ils sont morts au combat ou disparus. Non, prisonniers. Oui, mais ils vont bientôt être bouffés, donc... Vous allez voir que ce rituel n'est possible que dans le cadre de groupes qui partagent parfaitement le même rituel. Pourquoi ? Parce qu'on va demander une collaboration au prisonnier, collaboration qui n'est possible que s'il connaît le rituel et que s'il l'accepte. Donc, voilà le nouveau déguisé en Tupinamba. Non, c'est pas le cas d'émission. C'était très mauvais prisonniers. Et notamment, ils ont un vrai problème. S'ils étaient venus en disant nous sommes des étrangers, on demande l'hospitalité, ils auraient été reçus et nourris, et peut-être même mariés. Mais ayant été faits prisonniers, ils rentrent dans ce système et ils sont compliqués. Par exemple, si vous avez vu le film, il essaye de s'enfuir, ce qui normalement n'arrive pas. Bon. Alors, on revient à nos moutons. Transformation, c'est un Tupinamba, il est marié. Alors, cette transformation a des limites. Il est marié, c'est un Tupinamba, il va travailler comme tout le monde, il parle comme tout le monde, etc. On va être gentil avec lui, on va arrêter sans cesse de le provoquer comme ça, de le rappeler à sa condition de prisonnier, même si le produit de son travail appartient au propriétaire, la femme est censée le surveiller un peu. S'il a des enfants, les enfants seront mangés aussi. Et alors là, on va manger un petit peu d'enfants. On a un petit souci avec les enfants, parce que quand une maman mange son enfant, on ne sait jamais, à cause de la distance des témoignages, le fait que ce ne soit pas des témoignages d'anthropologues, mais des témoignages de... Si elles avaient de la peine, elles étaient désespérées, elles essayaient de sauver leurs enfants, ou bien si au contraire elles étaient ravies de manger des enfants de l'ennemi. Là, on a une part manquante de l'information. Est-ce que le fait d'avoir porté, ça avait tellement d'importance? Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique qui fait qu'on aime ses enfants au point de vouloir les protéger? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé le savoir, mais hélas, on n'en a pas les moyens. Laissons les enfants tranquilles. C'est moins bon. Comme le petit gibier. Pardon. Or donc, nous voilà
avec quelqu'un qui est intégré à ceci près que le fruit de son travail ne lui appartient pas et qu'il a une surveillance, mais qui a une surveillance symbolique en réalité, il peut s'enfuir. Pourquoi ne le fait-il pas? On verra ça tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas manger du tupinamba. Donc, quand on va devoir prendre la décision qu'on va le manger, et ça va être le début de la cérémonie, une fois que la décision sera prise, et ça peut être 20 ans après, il faudra le rendre étranger à nouveau, le rendre en tout cas ennemi à nouveau. Il faudra le sortir de l'intégration qu'il a subi, donc on va le relaver, on va lui enlever, etc. On va recommencer les rituels, on lui court après, on lui dit tiens je vais te manger ça, je vais te manger ça, je vais te manger ça. On va se rebattre avec lui. On recrée un combat. Alors des fois on lui lie les pieds, ou de jeunes hommes vont venir tester leur vaillance sur lui et avoir beaucoup de prestige s'ils arrivent à le maîtriser seuls. Et si le premier échoue, on en verra un deuxième, puis un troisième, alors on lui attachera vraiment les mains puis les pieds, enfin voilà. De la même manière, pendant la cérémonie même, on va le laisser se défendre, on va le laisser envoyer des objets sur la tête de ses futurs bourreaux. Et lorsqu'on va lui mettre un coup de massue, on l'attachera pas, il pourra bouger et éviter le coup. Ça peut prendre une journée de lui mettre le coup de massue fatal. Donc il y a vraiment cette place laissée à la vengeance, et en tout cas, au moins en tout cas, une forme d'autonomie de celui qui va mourir. On lui demande vraiment de collaborer, on lui demande de danser, on lui demande d'insulter, on lui demande de faire un tas de choses rituelles. Bien. Il y a peu de formes de jeu sadique. Si vous voulez l'interpréter comme ça, libre à vous, mais... J'ai dit un petit peu. Peu importe, ça ne nous intéresse pour l'instant guère. Pour l'instant, la question, c'est qu'on vient d'observer 2 rites de passage. Et 2 rites de passage, confèrent les rites de mort de Louis-Vincent Thomas ou alors Arnold van Gennep, c'est toujours une séparation, transformation, intégration. Et là, très clairement, on voit ça. Il est séparé, il est transformé, puis réintégré. Ce qu'on fait 2 fois. Une fois pour créer un tupinamba, une fois pour effacer le tupinamba. Mais, dans ce fait social-là, on observe aussi d'autres rites de passage. Il y a un individu qui va à la guerre, revient et devient un guerrier qui a son premier prisonnier. Donc lui, il est transformé. Et par ailleurs, au moment où on va sacrifier le prisonnier, le propriétaire doit lui-même faire un nouveau rite de passage qui est encore plus important. Il doit changer de nom. En fait, il doit tuer le guerrier qui est en lui. Il doit tuer le responsable de la prise de prisonnier, de la capture du prisonnier. Pardonnez-moi, le mot m'a échappé. Or donc, un instant, comment ça se passe? Il va aller dans une cabane, on va lui faire des stries, des saignées, quoi, si vous voulez, sur la poitrine, pour que le guerrier s'échappe à travers le sang. Et par ailleurs, on va lui courir après en lui disant comment tu t'appelles comme ça, etc. On va le pourchasser. Et quand il sortira, il aura changé de nom. Comme ça, le prisonnier, une fois mort, quand son âme reviendra pour se venger, ne trouvera pas qui est le coupable parce qu'il a changé de nom. Alors il ne le trouvera pas. Bon. Alors, il m'énerve, c'est pas possible. Un de nous deux est de trop dans cette ville. Bien. Donc vous voyez qu'aussi bien pour le prisonnier que pour le propriétaire du prisonnier, aussi bien pour le vainqueur que pour le vaincu, et aussi bien pour le tupinamba que pour son ennemi, cette phase rituelle est le lieu d'une transformation et de rite de passage. Alors, de rites de passage qui ont toujours au moins une double valeur, qu'on pourrait mettre sur l'axe intégration-régulation. Ça crée de l'intégration en ce sens que ça crée du semblable. On ingère l'autre carrément. Bon. Et en même temps, ça crée de la séparation parce que, d'abord, on intègre, on en fait un tupinamba puis on le sort, mais pour l'autre, on intègre la hiérarchie. On intègre la hiérarchie du groupe. C'est une hiérarchie très simple, homme, femme, enfant, adulte, et entre les adultes, homme, celui qui a rapporté, celui qui n'a pas rapporté de prisonnier. Mais on intègre cette hiérarchie qui permet ensuite de participer aux politiques, ce qu'on appelle le Karbet, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, le conseil des hommes qui ont ramené un prisonnier, en quelque sorte. Donc à la fois on sépare, à la fois on intègre. D'accord ? Bon.
une fois que yeah, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Alors, une fois qu'on a cette description générale, on va rentrer dans la description plus fine de la cérémonie et auparavant du moment d'intégration. Alors, on a ce nouveau Tupinamba qui entre, qui se voit attribuer une femme, qui se voit attribuer des tâches, qui est souvent traité avec affection. Les enfants aussi d'ailleurs seront traités avec affection, même s'ils sont destinés à être mangés. Et par la suite, lorsque le jour de la cérémonie aura été décidé, on le fait entrer dans un protocole complexe dans lequel il doit collaborer. Et pendant toute cette période-là, on observe quelque chose comme une servitude volontaire et qu'il est difficile d'expliquer. Comment se fait-il que un individu participe? Alors, pour moi, l'erreur globale d'interprétation, aussi bien d'Alfred Métro qui lui, pourtant, reste extrêmement prudent, et des témoignages qui nous sont livrés par les missionnaires du XVIe siècle, c'est d'avoir considéré que les Tupinamba et leurs ennemis ne formaient pas un seul groupe culturel. C'est-à-dire, pour comprendre à quel point l'ennemi est capable d'accepter la norme qui lui est imposée, alors il faut comprendre qu'en réalité, il ne s'agit que d'un seul groupe. Un seul groupe qui érige en son sein une actualisation de la pluralité, une actualisation de la différence, alors qu'il s'agit du même groupe culturel. En d'autres termes, ce sont des guerres internes entre groupes de semblables. Gardez bien en tête cette notion de semblable. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement elle qui pose problème quand on réfléchit à ce qui choque dans l'anthropophagie. Pourquoi est-ce que c'est dégoûtant, l'anthropophagie, pour nous aujourd'hui ? C'est parce qu'on mange du semblable. On y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut considérer que, en réalité, on a un seul groupe et qui met sans cesse en scène la pluralité. Au moment de la capture, comme au moment où on fait la cérémonie de dévoration, on va demander à l'individu de répéter de façon rituelle, par exemple, des formules du genre « Oui, vous allez me manger, mais je m'en fous, parce que moi, les miens, on en a capturé beaucoup des comme vous, et on en a mangé plein, et après moi, vous verrez, eh ben, ma tribu à moi va en dévorer plein chez vous, et on pourra bien se manger. » Il connaît la formule, il connaît la phrase, il sait quoi dire. Et il dit quoi ? Il dit « Nous faisons exactement comme vous. Nous sommes vos ennemis, nous sommes exactement comme vous. » Vous comprenez la force de la chose ? C'est comme si les Boches, les Schleux, avaient attaqué la France en chantant la Marseillaise et en parlant français, et en disant « on reprendra la Tour Eiffel parce qu'elle est française ». Alors là, évidemment, on aurait du mal à comprendre exactement ce dont il s'agit. Bien. Donc, on lui demande de revendiquer rituellement son altérité dans un cadre de pure similarité. C'est très très intéressant, si vous voulez. En d'autres termes, on pourrait dire qu'on lui demande implicitement d'expliciter une différence et ce faisant, de manifester explicitement une similarité. Au même moment, Claude Lévi-Strauss établit qu'une des principales fonctions sociales, donc une des principales structures qu'on retrouvera dans toutes les sociétés, c'est la nécessité de faire du même avec du différent et du différent avec du même. En gros, d'être quand même semblable et quand même différent. D'être dans une société où nous reconnaissons comme semblable, mais hiérarchisé et différencié. Voilà. Donc on est sur une... En tout cas, selon Lévi-Strauss, qui est contemporain et proche d'Alfred Métro, sur une problématique centrale dans les processus de socialisation. Bien. Par ailleurs, il ne fuit pas. Et
on a des témoignages du XVIe siècle où il nous dit, vous les Français qui vous voulez que nous enfuyions, vous êtes vraiment des lâches et des pleutres. Je ne veux pas mourir comme un pleutre, je veux mourir comme un homme vaillant. C'est une mort honorable. C'est une mort d'autant plus honorable que celui qui me frappera est un homme fort et puissant qui a fait un prisonnier. Parce que des fois, on demande aux fils pour s'entraîner de tuer. Ça, c'est très déshonorant. Ils hurlent, ils sont pas contents, ils sont extrêmement frustrés, non pas de mourir, mais de mal mourir. Bon. Par ailleurs, il y a une raison très simple. Vraiment, ils ne peuvent pas fuir parce qu'ils n'auraient nulle part où aller. S'ils allaient dans d'autres groupes, et notamment leur groupe d'origine, ils passeraient pour des pleutres et des gens qui ont déshonoré la tribu. Ce faisant, vous voyez bien à quel point on renforce encore l'idée d'une intégration entre des groupes ennemis. Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle les guerres rituelles sur le Tinku, au semestre d'anthropologie politique de l'an dernier, j'ai mis sur YouTube, et qui était assez rigolo. Donc en Amérique du Sud, de l'autre côté, dans les Andes, des rituels qui existent encore aujourd'hui, de guerres rituelles entre des corps sociaux très proches, entre deux parties d'une ville, entre deux parties d'un village, entre le village du haut et le village du bas, et où on maintient cette différenciation, cette pluralité, à travers des affrontements ritualisés, à travers des guerres rituelles. Mais ce qui nous saute parfaitement aux yeux dans le Tinku doit nous sauter parfaitement aux yeux là. C'est-à-dire qu'il s'agit de la même ère culturelle, du même groupe, qui se fait la guerre. Voilà. Comme si régulièrement les Auvergnats faisaient la guerre aux Burgondes parce que c'est fun. Enfin, ou parce que ça maintient la société ensemble. Bien. Alors accélérons un peu. On arrive aux 5 jours qui précèdent la dévoration. Ils sont décrits jour après jour dans le texte, que j'espère vous pourrez vous procurer et lire. Quand on parle de dévoration. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on construit la corde. La corde qui est un objet rituel extrêmement important. Donc la Kunbambira, peu importe, notez la corde, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est une corde extrêmement longue, ça peut demander jusqu'à 1 an de travail. On s'y est pris un petit peu à l'avance. Et cette corde-là, on va la nouer, on va faire des nœuds avec une forme de puissance magique. Et elle est destinée à attacher le prisonnier au moment de sa fin. J'aime bien que l'objet rituel central, au-delà de la massue, ce soit une corde, c'est-à-dire un lien, quelque chose qui lie, qui relie. Bien. On va se peindre, on va se maquiller, on va se mettre sur la peau avec différentes résines, de la cire, de la sève, des petits morceaux d'œufs de caille verte ou d'autres selon les endroits du corps, etc. Donc on se part pour la cérémonie. Il y a des danses qui sont organisées, on va rattacher le prisonnier pour lui rappeler sa condition, on va lui accorder certains privilèges, notamment de se rebattre ou d'avoir de nouvelles relations sexuelles si c'est son désir. On va lui donner l'occasion de se venger à travers des danses où il pourra agresser ses futurs agresseurs avec des fruits, avec des flèches, quand même avec des flèches, c'est pas rien. Et puis, une fois son droit à la vengeance utilisé, une fois les danses et tous les aspects esthétiques pris en charge, une fois toutes les cérémonies religieuses prises en charge, on l'attache, on le laisse encore se défendre et éviter le coup. On invite pour cette cérémonie-là tous les alliés possibles. On l'assomme, on lui fracasse le crâne avec une grosse massue, ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvait prendre un certain temps. Vous voyez toute la ritualisation, contrairement à ce qui se passait sur le champ de bataille. Puis, on le met en morceaux, un petit morceau, taille, hop, et on le mange.
Alors, une fois arrivé à ce point, on va basculer sur la question de la signification. Alors, la signification, du point de vue des Tupinamba, répondant aux questions des missionnaires au XVIe siècle, cette signification est double. Pour eux, le sens de cette anthropophagie rituelle relève essentiellement de la vengeance. Le mot qu'ils expriment à ce moment-là, c'est venger. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça, la vengeance? Ah, quelle catastrophe! La vengeance, il faut l'entendre de plusieurs manières. La vengeance, c'est ils en ont mangé beaucoup des nôtres, on en mange beaucoup d'entre eux. Par ailleurs, il y a des rites qui consistent à s'accommoder avec l'âme du mort pour éviter sa vengeance. Donc vraiment, la vengeance, c'est le terme central pour eux. On se venge et on évite la vengeance. Alors, pour moi, ça n'est pas sans évoquer tout de suite ce que c'est que la légitimité traditionnelle de la domination. Pourquoi? Parce que, en fait, en disant c'est la vengeance qui justifie, alors on fait référence au cycle infini des guerres qui ont eu lieu entre les deux groupes. On fait référence à cette espèce d'enchevêtrement historique qui a fait que toute évolution sociale, d'un côté, n'a pu se faire que grâce à la guerre, et réciproquement. Donc on est vraiment dans un espèce d'enchevêtrement qui renvoie quasiment à la fondation des deux sociétés, même si ça n'est pas explicite. On ne fait pas référence à un temps primordial. Mais néanmoins, quand on parle de vengeance, on fait référence à un cycle ininterrompu de vengeance. Et donc on fait référence en réalité à l'ordre des choses, à la tradition. Donc, en d'autres termes, si on considère non pas les Tupinamba et leurs ennemis comme deux groupes sociaux distincts, mais comme formant un seul groupe, on pourrait dire que la première justification à travers la vengeance, première justification d'anthropophagie à travers la vengeance, désigne en fait tout simplement le respect de l'ordre des choses à l'intérieur de la société. Et le respect de cet ordre intérieur très singulier à l'intérieur de cette société. Vous savez, l'anthropologue Georges Ballandier, quand il fonde en quelque sorte l'anthropologie politique, distingue 4 fonctions élémentaires: l'intérieur, l'extérieur, l'ambiguïté, la sacralité. Donc, ordonnancer l'intérieur, ordonnancer les rapports avec l'extérieur, prendre en charge l'ambiguïté, c'est-à-dire l'inégalité dans la société, et la sacralité, c'est-à-dire le fait que l'ordre social se rapporte à autre chose qu'à des contingences. En ce qui concerne ce fait-là, ça nous ramène à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, on crée de la pluralité dans un intérieur. À l'intérieur d'un ensemble, on crée de l'étranger, et c'est cet ordre des choses-là, ce rapport à la pluralité, ce rapport à l'altérité, qu'on révère en révérant la vengeance, en entretenant la vengeance. Quand quelqu'un dit « je me venge », il sait bien que c'est pas une vengeance personnelle, c'est plutôt de l'ordre de la vendetta, mais que par ailleurs ça n'aura pas de fin. Ça ne peut pas avoir de fin. Ça ne veut pas avoir de fin. Donc le mot vengeance doit s'entendre autrement. Par vengeance, en fait, on entend attachement. On pourrait dire lien de reconnaissance réciproque. La deuxième signification, et je crois que je vous l'ai déjà dit, qui est aussi utilisée en ce qui concerne les jaguars, c'est l'assimilation de la puissance. En mangeant de l'autre, je mange sa puissance. Vous devriez essayer un petit peu de sang de topinamba. Mais non, c'est pas du ketchup. Ou alors goûtez-le, vous verrez, c'est du ketchup un peu bizarre. Les élèves sont vraiment de pire en pire. Ils savent pas reconnaître le ketchup du sang de topinamba. Ça me désespère. Le niveau baisse. Oui. Qui en a pas ça? C'est qui? C'est eux. C'est eux qui disent tout ça? Voilà, dans des termes mosiens, on pourrait dire s'en tenir là, c'est respecter la théorie indigène.
Mais si je vous demandais d'expliquer pourquoi est-ce que votre collègue porte une casquette, je respecterais la théorie indigène en m'en tenant à votre explication. C'est-à-dire par indigène, on n'entend pas des gens qui se collent des cheveux, des plumes dans les cheveux, mais simplement le fait de ne pas surimposer d'abord l'interprétation de l'anthropologue dans la perspective d'identifier des fonctions sociales ou des structures sociales qu'on retrouverait partout ailleurs. D'abord, on écoute ce qu'ils disent. Effectivement, je trouve que c'est d'une prudence élémentaire. Première chose, ça consiste à dire c'est la vengeance, donc ce principe d'aller-retour perpétuel. Et puis, c'est le fait d'incorporer la puissance de l'autre. Or, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que, bon, d'abord, on mange aussi du sexe de femme et on mange aussi... Oui, je vous l'ai dit au début, quand c'est des femmes et des enfants, notamment on prend les parties génitales et on les amène à sa femme. Voilà. Mais on mange du guerrier, mais le guerrier peut être un vieillard, pas très puissant. Et puis en plus, on mange du vaincu. Donc je ne sais pas très bien ce qui se joue là-dedans, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce jeu entre le semblable et le différent. Est-ce qu'on ingère du semblable? Est-ce qu'on ingère du différent? En fait, cette cérémonie, ce fait social total, on en parlera tout à l'heure, joue énormément sur cette tension entre le semblable et le différent. C'est pas, là, je sors de la théorie indigène. Mais néanmoins, très clairement, c'est une question qui est posée. Parce que, une fois qu'on a fait le tour de la théorie indigène qui concerne ces deux notions-là, on va bientôt passer à notre interprétation. Je voudrais vous poser une question, ça tombe bien, j'ai le temps, pas beaucoup, mais quand même. Je vais la formuler de la façon la plus drue possible. Pourquoi c'est pas bien de manger de l'humain? Pourquoi si je vous dis que je suis en train de manger les orteils de mon fils, ça pourrait vous choquer? Parce que c'est des orteils déjà. Vous avez jamais mangé d'un pied de porc? Non. Non, je sais pas les pieds, non. Bon, alors, d'une partie plus. Ouais. Quelle partie vous aimeriez manger, les êtres humains? Je sais pas, la cuisse peut-être. Voilà, ben voilà un petit bout de la cuisse du fils, ou alors de la joue de la petite fille d'un copain. La joue, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors dites-moi, blague à part, je me suis privé de repas exprès pour vous faire cette petite scène, donc j'espère que vous appréciez. Non, parce que, parenthèse, je suis désespéré par le niveau de mémorisation de vous, chers élèves. Tout à l'heure, j'ai demandé à la classe qu'est-ce que c'était qu'un fait social total. Et devant l'incapacité de vos chers coreligionnaires à me donner une réponse claire et nette, j'étais désespéré. C'est un désespoir qui est relativement commun. Ça fait 10 ans que j'enseigne ici, je sais ce qu'il en est. Néanmoins, je sais qu'en frappant un petit peu les esprits, des fois, on laisse quelques traces. Donc je ne recule devant aucun stratagème. Or donc, pourquoi donc est-ce dégoûtant de manger de l'être humain? Alors, je vous l'accorde, c'est plus intéressant d'interroger la moralité, parce que si la réponse c'est parce que c'est interdit par la loi, oui, très bien, effectivement. C'est parce que c'est pas disponible chez Franprix, ok. Alors, mais moralement, pourquoi? C'est une autodestruction, en quelque sorte. Vous voulez dire que les êtres humains seraient maintenant devenus si solidaires qu'il serait interdit de nous autodétruire les uns les autres? C'est l'espèce humaine en général. Donc par exemple, aller bombarder la Libye, la Syrie ou l'Irak, ou je sais pas moi, le Mali, tiens, ça serait interdit parce qu'on ne doit pas se détruire les uns les autres. Ouais, non en fait. Il est justifié de se détruire les uns les autres dans certaines circonstances. Il y a des évolutions à ce sujet, par exemple, le droit s'interdit aujourd'hui d'attenter à l'intégrité physique des personnes qu'il prétend punir, pardonnez-moi. Donc par exemple, on met les gens en prison, mais on les torture pas. Enfin, pas trop. Ça vous inspire, ça. Mais, donc, cette idée d'une solidarité inaliénable par rapport à tout corps humain, non, ça ne fonctionne pas.
Et pourtant, quand bien même ce seraient nos ennemis les plus ennemis, on n'en mangerait pas. Qu'est-ce qui est insupportable là-dedans? Pourquoi on ne mange pas d'être humain? Alors dites-moi, dans quelle religion est-ce qu'il est écrit que tu ne mangeras pas d'être humain? Oui, mais pas tu mangeras point. Et par ailleurs, on mange même pas, évidemment, mais on mange même pas, par exemple, il y a quelques temps, on utilisait en Suisse des placentas de femmes humaines pour faire des compléments alimentaires et ça a fait un scandale pas possible, ils ont dû arrêter tout ça. Et c'est-à-dire que même quand il ne s'agit pas d'un corps mort, on s'interdit de manger du corps humain. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que si vous lisez bien l'Ancien Testament, par exemple aux éditions du Cerf dans les années 50, avant la victoire du politiquement correct, même dans la Bible, vous pourriez lire « Et tu mangeras les cadavres de tes ennemis que Yahvé, ton Dieu, t'a livrés en pâture ». Donc, si vous voulez, des interdits culturels puissants, relativement rares. Qui a déjà communié ici? Et qu'est-ce qu'on fait à la communion? Et on en fait quoi? On le mange. Donc, pour aller au plus simple, on mange le corps du Christ. D'accord? Et par ailleurs, on ne mange pas l'hostie, puisque l'hostie, dans le cadre de la cérémonie, une fois qu'il est sanctifié, c'est le corps du Christ. On en est d'accord. On le présente en disant le corps du Christ. D'accord. À travers ça, il ne s'agit pas de se dire je suis en train de manger un orteil de Jésus. Il s'agit on se dit à travers cette communion, à travers ce fait de mettre dans sa bouche le corps de Jésus, nous sommes tous un en Jésus. Nous formons à ce moment-là une communauté. N'est-ce pas? Bon. Ça dégoûte personne. Personne vous dit... Au revoir aussi. Personne ne se dit tiens, c'est absolument répugnant. D'habitude, il est au cours d'avant. Hop. Moi, je n'ai pas Jésus. Je vous rassure. Donc, quand vous me dites c'est sacré, c'est culturel, c'est ancien, etc., compliqué. Vous ne connaissez pas cette chanson, Il était un petit navire? Et on tirera à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Et c'est une chanson qu'on apprend quand on est petit. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est anthropophage. Ça veut dire que les pratiques d'anthropophagie, en cas d'urgence, en cas de crise, en cas de... sont des variables, c'est des choses qui évoluent. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait une pure tradition occidentale plaçant l'anthropophagie comme la chose la plus dégoûtante possible. Ça l'est devenu lentement, progressivement, et ce que j'essaye de vous proposer à la compréhension, c'est sur quoi ça repose. Quel est l'énoncé culturel qui fait qu'on ne peut pas manger de l'humain? Oui. C'est des traditions. Oui, mais comment les interprétez-vous? Oui, bien sûr, mais comment l'interprétez-vous? À travers cette interdiction du corps humain, qu'est-ce qui est interdit? On pourrait dire c'est la communion qui est interdite. Mais pour aller plus droit au but, parce que j'entends des... Non mais ça va, il reste 27 minutes. Tout va bien. On va même avoir un peu plus de silence. À travers ça, c'est l'ingestion du semblable. On n'a pas le droit d'ingérer son semblable. On ne peut ingérer que du radicalement différent. D'accord? Et plus on pousse l'idée d'antispécisme ou de proximité par rapport aux animaux, plus il devient difficile de manger de l'animal. Parce qu'effectivement, c'est un peu trop du semblable. Après tout, les animaux sont des êtres humains comme les autres. C'était quoi la formule de Madame de Monaco, là? Elle avait dit un truc comme ça, un jour. Alors, une fois qu'on a vu ces deux choses-là, c'est-à-dire première fonction explicite, venger, deuxième fonction explicite, assimiler la puissance, comment est-ce que vous pourriez l'interpréter? Non pas en vous disant d'après eux qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi ils le font, mais en termes de fonction sociale. Quelle fonction sociale on pourrait attribuer à cette anthropophagie? À votre avis, à quoi ça arrive?
pour une société d'avoir cette pratique-là. Pardon ? Alors, à deux titres, de deux manières. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. D'une part, effectivement, on s'inscrit dans un temps long, des vengeances perpétuelles, et on se montre à la hauteur de ses ancêtres, d'une certaine manière, qu'on venge d'ailleurs, voilà, et on les réintègre, puisque la maison du mort et les armes du mort, etc. Donc c'est une façon de participer à l'effort que la société mène pour se maintenir dans ce qu'elle est, et non pas devenir ce qu'elle n'est pas encore. Absolument. Et deuxièmement, si on le prend d'un point de vue plus objectif, on nourrit l'évolution de la structure sociale, l'évolution normale de la structure sociale, en renouvelant la hiérarchie. Donc, par ailleurs, le deuxième sens, c'est qu'on peut décrire ce fait comme un fait social total. C'est-à-dire un fait social total, qu'est-ce que c'est ? Et c'est le drame. Bon, un fait social, qu'est-ce que c'est ? Et on voit les yeux qui se plissent. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les actes qu'on fait, non ? Je vais me suicider avec une baguette. Non. C'est quoi un fait social ? Allez-y. On y était presque. Façon de penser, d'agir, de quelque chose qui Oui. est propre à l'individu, mais qui se réfère. Oh là 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 là. Ouais. Mais, vous savez, c'est bien les outils pour penser. Ça permet deux choses. D'abord, de tendre la main à quelqu'un au début d'un propos en lui disant « Tiens, regarde, on utilise des outils conceptuels qu'on connaît l'un et l'autre. » Et ensuite, parce que c'est des matrices de pensée. Et si vous ne les avez pas, vous serez plus bête. Si vous les avez, vous serez moins bête. Donc c'est bien de les acquérir. Or donc, qu'est-ce que c'est qu'un fait social ? C'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Et vous levez les yeux au ciel parce que vous l'avez entendu 40 fois cette définition. Mais 40 fois, il y a votre oreille gauche qui a dit « Hey, coucou !» Alors oreille droite, et alors le truc est sorti. Mais méfiez-vous parce que ces petits coucous vous rendent plus bête au lieu de vous rendre moins bête. Et ne vous permettent pas de nourrir la légitime curiosité que vous avez pour comprendre les choses de la vie sociale. Par exemple, mais pourquoi ce con il se comporte comme ça ? Comme à peu près tous les autres cons que j'ai. Mais là, vous pourriez dire ah tiens, mais c'est marrant parce que c'est une manière de sentir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Ça alors. Et justement, je me disais tiens, c'est à peu près cette manière de penser là. Et comme ça, vous pourriez rire et penser et jouir de votre émancipation par rapport à tous ces autres qui participent aux faits sociaux sans même savoir que c'est des faits sociaux. Oh là là, comment ils sont bêtes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fait social ? Non mais c'est pas vrai. Mais vous êtes des sacs. Je viens de vous le dire. Et c'est une façon d'agir, de penser et de se sentir externe à l'individu, de s'imposer. Alléluia. La semaine prochaine, vous me le récitez ? Très bien. Voilà. Un fait social total, c'est simplement un fait social, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de sentir, une manière d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, mais qui exprime à la fois, simultanément, toutes les institutions d'une société. C'est un fait social qui est à la fois juridique, esthétique, diplomatique, militaire, économique, je sais pas, culinaire, artistique, tout. Bon, je vais pas vous refaire le cours sur Marcel Mauss, allez le réécouter, vous m'énervez. Pour la peine, je vais passer aux baguettes d'oreille. Au basilic, c'est très bon.
Ah, vous êtes jaloux, hein? Non, certainement pas. Vous en voulez une? Ah, mais je suis tout le temps. Non, monsieur, C'est meilleur quand on partage. C'est des oreilles de grand-mère, je vous en apporte une tout de suite. Non, moi, j'ai envie de... Bien. Alors, un peu de sauce au piment? Non, c'est bon. Ah pardon, de sang de Tupinamba. Zut. Donc, en quoi? Oui. Tu as un exemple de ce sujet-là? Oui, bien sûr. Celui qu'on a regardé quand on travaillait sur les formes élémentaires de la vie religieuse en début d'année. Et donc, bah, on va prendre celui-là. Fait social total. Alors, si on considère l'ensemble de l'anthropophagie rituelle, on a une dimension très clairement. Là, j'ai besoin de voir votre. Parce que voilà, je m'adresse à elle. Alors, si vous vous rapprochez trop, après, c'est peut-être agréable du côté du vécu, mais moi, je. Voilà. Alors, dimension esthétique. On se peint, on se met des trucs, des plumes, tout ça, c'est très bon. Dimension juridique. Si on s'enfuit, on vous éclate la tête, vous n'avez pas le droit. Si vous couchez avec une femme mariée, on vous éclate la tête, vous n'avez pas le droit. Les enfants. Dimension politique. Ceux qui ont tué. Ceux qui ont ramené un prisonnier accèdent au carbet et par conséquent accèdent à la décision politique. Dimension religieuse, l'ensemble des cérémonies qui sont présentes là. Dimension économique, on a du travail gratuit. On a un travailleur gratuit mais qui s'inscrit dans un système sans propriété privée des outils de production. Système diplomatique, quand on arrive, on va dans les villages alliés et on les invite à partager. Là, c'est d'ailleurs très intéressant. Parce qu'il y a une double dimension à ça. Excusez-moi, j'avance un peu parce que vous n'allez pas assez vite dans l'interprétation. Il y a une double dimension. Non seulement on partage la culpabilité, et donc la potentielle vengeance, mais par ailleurs, exactement comme dans le potlatch qu'on avait étudié sur Marcel Mauss, on délimite le système d'alliance. Tous ceux qui viennent manger sont ceux qui participent du système d'alliance. Donc, vous voyez, diplomatique, économique, c'est dégoûtant de voir quelqu'un manger des oreilles, moi ça me... Bref. Vous n'êtes pas obligé de la manger si ça va pas, parce que j'ai l'impression que non, ça va bien. D'accord. C'est parfait. Ouf. Et si ça vous dégoûte... Non, ça donne un peu une ambiance faite de l'humain, j'aime bien. Ou Foire du Trône, si vous préférez. Chacun fait selon son goût. Pouf, pouf. On revient à nos moutons. Comment peut-on interpréter la fonction sociale de cette anthropophagie-là? Alors, d'autres pistes. À quoi ça rime? Tiens, dites-moi vous. Moi, je pense que ça donne plutôt une image puissante à la personne qui mange, parce que par exemple, quand on chasse, quand on ramène des bêtes plus grosses, c'est plus important et ça l'ouvre plus fort. D'accord, donc vous en restez à la théorie indigène qui consiste à dire qu'il s'agit d'incorporer la puissance. D'accord. D'autres idées? Oui. Tiens, vous, dites-moi. Oui, c'est vraiment... Et alors, votre voisine, vous, dites-moi. À quoi ça peut servir de faire un truc pareil? Ils adhèrent à quelque chose. Si on est bien tous ensemble, on ne sait pas. Ben, je pense qu'en fait, ensemble, vous avez à peu près trouvé l'hypothèse qui me satisfait le plus. Je m'explique. Mais vraiment, on s'en moque totalement. Et même si ça vous gratte la cheville, c'est bon. En réalité, on a là une célébration de la société par elle-même. La plupart du temps, quand on a un fait social total, c'est-à-dire tout qui s'exprime d'un seul coup, on a affaire à une célébration, non pas dans ce sens qu'on apprécie, on admire explicitement,
en ce sens qu'on organise dans un rituel la mise en scène de tout ce qui fait la société, de toutes les normes, de toutes les pratiques, de toutes les représentations, on les rassemble et on les exprime. Qu'est-ce qui vous inquiète comme ça? Je vais juste regarder l'heure. Ah, il est 14. Très bien. Parce que c'est l'heure bleue. Ah, c'est beau, hein? C'est le nom d'un parfum aussi, qui flotte un peu dans les airs. C'est formidable. Alors que si on préférait le poulet, moi, mais bon. Revenons à nos affaires. On a donc un système, effectivement, où la société se célèbre elle-même et en profite pour valider ou encadrer les grands rites de passage, à savoir essentiellement le passage de la situation de jeune homme à celui qui va à la guerre, de jeune homme qui va à la guerre à jeune homme qui rapporte son premier prisonnier, le mariage, l'enfantement, enfin, tout se trouve à un moment donné pris en charge dans cette grande célébration, dans cette grande unification de la société pour elle-même. Ça pourrait être effectivement une fonction, la célébration de la société par elle-même. Mais moi, je trouve qu'elle est satisfaisante, mais elle repose quand même sur une erreur. Elle repose sur l'erreur qu'ont commis les missionnaires et que sans pour autant y adhérer, Alfred Métro reproduit. L'erreur suivant laquelle on considère les Tupinamba et leurs ennemis comme des sociétés distinctes. L'hypothèse que je préférerais penser, c'est plutôt une célébration de la société en général, c'est-à-dire Tupinamba et ennemis, et effectivement quelque chose qui célèbre ses frontières internes, ce maintien interne de la pluralité, par cette espèce de figure assez paradoxale consistant à ingérer de l'ennemi. C'est déjà un paradoxe, c'est mettre en soi du différent, c'est faire du même avec du différent, c'est intégrer dans le système social du différent qui ne peut l'intégrer que s'il est parfaitement même. Donc, c'est très clairement célébrer un ordonnancement des choses à l'échelle d'une société plus vaste que ce qu'elle n'y paraît, à l'échelle d'une société qui comprend l'ensemble de l'ère culturelle dont on parle. En d'autres termes, pour se ressembler, pour s'assurer qu'on se ressemble, il faut bien qu'on soit de ceux qui nous mangeons les uns les autres. Bien. J'en veux pour preuve que l'étranger qui vient et qui se fait accepter, lui, n'est pas mangeable. Félicitations. Vous avez tout bien mangé comme il fallait. Voilà. Bon, alors, qui a vu le film? Vous êtes deux. C'est cette... Ouais, c'est... Bon. Ça s'est pas très bien passé cette année. Bon, il faut absolument que vous le voyez. Le film, vous le trouverez sous le titre « Comme il est dégoûteux, mon petit français ». Como era gustoso o meu francés. Et ceux qui ne le trouvent pas, vous m'envoyez un email et je vous l'enverrai. J'aurais aimé qu'on puisse en parler. Ça va pas être possible. Ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment l'intensité du rituel d'intégration et l'intensité de la... Notamment quand c'est avec un étranger, ce qui est dans le film « Comme il était bon, mon petit français », la nécessaire construction de lieux de reconnaissance réciproque, de points de reconnaissance réciproque pour le bon déroulement du rituel. Et en fait, ça apporte la preuve absolue,
ça apporte un bon élément de preuve à l'hypothèse que j'avance, c'est-à-dire comment est-ce que, d'étape en étape à l'intérieur du rituel, pour le bon fonctionnement, on doit échanger des symboles, c'est-à-dire des signes de reconnaissance réciproque, c'est-à-dire des signes d'appartenance. Comment est-ce qu'on est en réalité réellement dans un processus de démonstration de l'appartenance à un groupe, alors qu'on dit qu'on est ennemis. Ce sont nos ennemis, donc nos semblables. C'est cet énoncé-là qu'il faut comprendre. Et c'est à partir de cet énoncé qu'on peut comprendre qu'une société peut être basée sur des systèmes d'opposition discrets, opposition des intérêts, opposition des statuts, mais dans cette idée que ça profite à tous, mettons la société française, ou sur des systèmes d'opposition beaucoup plus nets, et qui néanmoins fondent un ensemble. Donc ça permet une réflexion sur des régimes d'altérité qui peuvent ou non faire société. Bon, eh ben, puisque j'allais vous demander, est-ce que vous avez des questions par rapport au film, ça va être difficile. Pour ceux qui ont vu le film, nos deux... C'est qui déjà? Oui. Et il y avait... Oui. Bon, ben je vais... Ben voilà. Des questions? Est-ce que ça vous explique un petit peu le film, ce que je voulais raconter? Bon. Et vous alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez envie de vous barrer? C'est terrible. Et